Fred, il prend mon CV, puis il me dit « OK, toi, tu ressortiras pas d'ici. » Ouais. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ouvert, puis on s'en va dans le mur. Là. Ah ouais? Mais je me dis que la restauration, c'est un monde de fous, puis que je veux pas faire une carrière là-dedans. T'entends tellement de choses sur la restauration, les faillites, tout ça. J'ai pas une famille d'entrepreneurs. Il y a des services que les serveurs, ils tenaient la porte pour pas que les clients entendent commencer à crier en cuisine en arrière. Là. Voyons. Puis, Mais le monde, il restait à travailler dans des environnements comme ça? Je rentrais au restaurant à 7 h quand il y avait personne, puis je commençais à travailler, puis je finissais à comme 1 h du matin. Ça, je l'entends quand même beaucoup, qu'on est le seul restaurant canadien à avoir 2 étoiles. Il y a plein de jeunes cuisiniers qui sont en train de faire des stages partout dans le monde, puis qui ont envie de revenir ici. Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs d'ici, mais dont on connaît un peu moins le côté humain. Aujourd'hui au podcast, on reçoit François-Emmanuel Nicole, qui est copropriétaire et chef de La Tanière. La Tanière qui s'est vraiment distinguée depuis plusieurs années, mais qui a reçu récemment 2 étoiles Michelin, qui a 5 diamants. Donc, ça va être super intéressant de le rencontrer. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être super intéressant d'en apprendre plus sur tout le processus des étoiles Michelin, la reconnaissance que ça apporte, mais aussi les standards à maintenir en tout temps. Ça doit être exceptionnel. Bonne écoute. François-Emmanuel, bienvenue au podcast Main à la pâte. Ben, c'est un plaisir. Donc, tu es chef et copropriétaire de La Tanière. Tu as également reçu récemment 5 diamants et 2 étoiles Michelin. Exact. Mais les étoiles, c'est tout nouveau, là, printemps 2025. 5 diamants, on les a depuis la réouverture après COVID. Là. Fait que si je me trompe pas, je pense que c'est 2022, 2023, là, dans ces eaux-là. Quelques années quand même. Exact. Est-ce que tu veux d'abord nous parler de comment tu vas introduire le monde de La Tanière? Donc, c'est une entreprise qui existait déjà? Exact. Donc, en fait, La Tanière, ça a ouvert en 1977 dans le rang Saint-Ange, fait que, un peu à l'extérieur de Québec, là, vers Saint-Augustin. OK. À l'époque, c'est un couple qui était les propriétaires, Laurier et Chantal. OK. Eux, ils avaient fait un peu dans l'idée d'un relais de chasse. Là. Tu peux avoir l'assiette du chasseur avec comme 4 viandes différentes. Puis en fait, c'était des passionnés du terroir. Ils étaient même partis en Nouvelle-Zélande pour apprendre à élever des cerfs parce que ça se faisait pas au Québec. Ils avaient convaincu le MAPAC de faire un projet pilote dans la cour du restaurant pour faire un élevage de cerfs. Puis finalement, début des années 2000, ils vendent le restaurant à la nièce de Chantal, Karen, qui est toujours mon associé aujourd'hui, et son conjoint Frédéric. Puis eux, ils reprennent le restaurant, mais ils décident de monter le niveau. Eux avaient fait l'ITHQ, puis ils avaient envie vraiment de pousser. Puis ils ont été capables d'aller chercher 5 diamants à La Tanière dans le rang Saint-Ange, qui était comme... C'était un bungalow en campagne qui avait été aménagé en restaurant. Là. C'était vraiment pas un lieu propice à avoir 5 diamants. Pour donner une idée aux gens, il y a seulement 4 restaurants qui ont 5 diamants au Canada. Là. C'est vraiment quelque chose de gros. Fait que ça a toujours été haut de gamme, La Tanière, exact. même quand c'était à l'extérieur de la ville? Oui, exact. Ben, au début, plus ou moins, c'était plutôt convivial. Puis après, mais toujours dans cet esprit-là d'authenticité. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment partie de l'ADN de la compagnie. Puis après, en fait, ils ont ouvert La Tanière. Ils ont ouvert Légende suite au succès des 5 diamants de La Tanière. Légende qui est dans le Vieux-Port depuis un peu plus de 10 ans maintenant. 255 rue Saint-Paul. Puis là, ils ont vu tout le succès qu'ils étaient capables d'avoir à être en ville versus à être à la campagne. Puis ils ont décidé de fermer La Tanière à l'époque. Ils avaient ciblé un local en ville. Puis pour différentes raisons, ça n'a pas marché. Donc là, La Tanière est comme restée fermée pendant 4 ans. Ah ouais? C'était pas supposé. Puis moi, entre-temps, en fait, j'avais fait le THQ en gestion de restauration. J'avais eu une bourse avec Relais Château. Puis je revenais au Québec suite à cette bourse-là. Puis en fait, c'était une bourse où je suis parti pendant 4 mois en Australie, en France, puis en Espagne, dans des restaurants qui sont 3 étoiles Michelin parmi le World 50 Best, là, parmi les meilleurs restaurants au monde. Puis là, je suis rentré aux Légendes, en fait, parce que j'arrivais à Québec. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de restaurant qui me satisfaisait avec ce que j'avais vécu. Puis là, je voyais la Légende qui commençait à travailler des produits sauvages, des plantes, des choses comme ça. Puis je me disais que c'était intéressant, puis j'allais capable d'aller chercher quelque chose là-dedans. Mais même à ça, à cette époque-là, Légende, c'était pas la cuisine qu'ils font aujourd'hui. C'était beaucoup plus convivial. Puis j'étais comme, je vais faire un petit bout là, mais ça sera peut-être pas nécessairement là que je vais faire ma carrière. Puis je rentre là, puis je rencontre Frédéric tout de suite. Puis moi, je connaissais Frédéric de réputation. Quand j'étais à l'école, c'était un chef que j'admirais. Puis que j'admire toujours d'ailleurs. Puis en fait, Fred, il prend mon CV, puis il me dit... OK, toi, tu ressortiras pas d'ici. Il voulait garder tout de suite. Puis là, en fait, il me commence déjà à me parler qu'il veut rouvrir La Tanière. Je viens de rentrer dans le restaurant, je fais juste donner mon CV.
je suis comme, OK, tu sais, peut-être, on verra. Mais j'imagine qu'un profil comme le tien, ça devait être plutôt rare, là. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'il y a des gens comme ça qui ont fait plein de restaurants Ouais. partout dans le monde vraiment de haut niveau. Mais quoi qu'aujourd'hui, les jeunes voyagent vraiment beaucoup, puis les programmes Ouais. scolaires sont faits pour ça. Moi, je reçois des CV exceptionnels là, Ah ces ouais? temps-ci. OK. Puis ben là, finalement, ça reste comme ça. Je rentre aux légendes comme cuisinier. Puis Fred, ça prend pas trop de temps qu'il renvoie le chef de cuisine qui était en place, le sous-chef, qui rentre un autre chef. Puis là, je deviens sous-chef du légende. OK. Puis je travaille là-bas pendant 3 ans. Puis une journée à l'automne, Fred, il me dit j'ai trouvé un local. Il y a un avis de faillite sur la porte. J'ai pris rendez-vous. On va le visiter en fin de semaine. On rouvre la tanière, puis on va s'associer ensemble. Puis là, je suis comme, OK. OK, En fait, il t'avait fait un projet, là. Exact. Puis là, en fait, ben, moi, c'est ma première expérience Puis entrepreneuriale. là, toi, tu étais sous-chef. J'étais sous-chef, ouais. Puis il a décidé de te faire confiance à toi. Ouais, exact. Parce que, ben, en fait, à cette époque-là, j'ai commencé à Légende, je pense que je devais avoir 23 ans. OK. Puis j'étais sous-chef comme de 23 à 25 ans, là, quelque chose comme ça. Fait que j'étais quand même assez jeune. Puis là, j'allais être chef de la tanière. Fait que c'était le chef qui était en place à la Légende à cette époque-là. C'était pas dans ses aspirations. Lui, OK. c'était plus un gars qui était comme en fin de carrière en De toute façon, il restauration. faut qu'il reste un chef C'est ça. à la légende de toute façon. Là. Exact. Mm. Puis moi, c'était sûr que je voulais pousser. Ouais. Fait qu'on va visiter le local. C'est l'ancien local du restaurant qui s'appelait Les Voûtes du Cavour. Oui. Mhm. Puis là, ben, c'était un restaurant dans des voûtes qui était aménagé pour recevoir du gros volume. Là. C'était des longues tables. Là. C'était très vétuste. Puis on visite le local, puis on est comme, OK, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse ça ici. Là. C'est parfait pour la tanière, ça marche. Il va falloir qu'on mette beaucoup de travail dans le local, mais c'est ici que ça va se faire. Puis si je me trompe pas, pour les gens qui savent pas, la tanière, c'est situé justement très près de la légende. Exact. On n'est pas très loin. Donc, le genre est plus côté Vieux-Port. La tanière, c'est entre la place de Paris et la place Royale, là, tout près du Louis-Joliette. Ouais. Fait que c'est comme à la jonction du Vieux-Port et du Champlain. C'est ça, Ouais. exact. Puis là, en fait, on visite le local. Puis les propriétaires, ben, en fait, c'est la SEDEC qui sont propriétaires de tout le quartier de Champlain. Ils nous disent, ben, il faut prendre la bâtisse au complet. Vous ne pouvez pas juste prendre Oh. le sous-sol. C'est Fait dispendieux comme coup de projet. Ouais, exact. Fait que là, en fait... Puis il y avait quoi plus haut? ben, en fait, les voûtes du Cavour, ils étaient sur 2 étages de OK. restauration. Mais c'était fait pour recevoir des groupes et Ouais. tout. Puis nous, ça ne fitait C'était pas pas du tout ça, le pour un projet, restaurant gastronomique. Puis là, en fait, on décide qu'on rouvre un deuxième restaurant. OK. Frédéric connaissait Sabrina Lemay, qui est aujourd'hui la chef et aussi une des actionnaires avec nous du projet. Puis en fait, Sabrina, elle avait été chef de cuisine à la tanière quand Fred était chef propriétaire. Puis en fait, là, on associe Sabrina pour qu'elle ouvre le bistrot L'Origine. Puis en fait, moi, quand j'étais étudiant à Montréal, j'ai étudié à l'THQ. Mon coloc, Philippe Veilleux, c'était un gars de service qui faisait beaucoup de bars puis qui poussait beaucoup en mixologie. Fait que j'appelle Philippe. C'était un petit peu toujours une drôle de relation qu'on avait. Lui était comme, OK, on va ouvrir un restaurant ensemble à Montréal. Puis moi, je suis comme, non, on va en ouvrir un à Québec. Puis là, je l'appelle, je dis, hey, ben, j'ai une opportunité à Québec. Tu t'en viens-tu? Puis là, quand j'ai dit que c'était la tanière, c'était comme, OK, oui, cool. Lui, je il m'en viens. connaissait déjà ça aussi de par son... De par la réputation. Phil, il était allé manger à la tanière, je pense, suite à sa graduation à l'THQ, dans le temps que c'était dans OK. le rang Saint-Ange avec ses OK. parents. Puis il disait que c'était sa meilleure expérience à Il vie. y avait eu un coup de à cœur. l'époque. Puis là, en fait, à l'époque, là, Phil, il travaille au Ritz à Montréal, OK. puis comme barman. Puis il fait un service le dimanche matin. Puis ça se passe mal. C'était un petit peu compliqué, la gestion au Ritz à cette époque-là. Puis le directeur, le maître d'hôtel, en fait, en place ce jour-là, c'était Roxane Bourdelet, qui est aujourd'hui un de nos associés. Aussi, OK. Puis Roxane, il dit à Phil, tu fais quoi tout ton week-end? Puis il dit, je m'en vais à Québec rencontrer l'équipe de la tanière. On s'associe pour monter le projet. Puis Roxane, c'était à côté qui dit, reste une place pour un associé. Puis Roxane, lui, avait un parcours, mais vraiment service là, exceptionnel. À l'THQ, c'était toujours un des étudiants les plus remarqués. Quand je pense que c'était le Charles, j'oublie le nom de la reine d'Angleterre. Là, OK, ah ouais. Camilla, c'est-tu non, Camilla, c'est avec Charles. Puis, Ouais. en tout cas, bref, la royauté était venue à l'THQ. Puis, tu sais, c'était Roxane qui était choisie pour les servir. Chaque fois qu'il y avait un grand chef, c'était toujours Roxane. Fait OK. il avait travaillé à l'Européa à Montréal là, aussi, puis très jeune avec des responsabilités. Fait que Roxane vient. Puis là, on décide qu'on lance le projet. Fait que là, on est commence à regarder ça en novembre, décembre. On est un petit peu plus sérieux. Là, à ce moment-là, on est en 2017. 2017, exact. Puis là, en mars 2018, on signe le bail officiellement. Les travaux commencent. On est capable d'ouvrir Origine en juillet 2018. Fait que vous avez ouvert Origine en premier. Exact, parce qu'en fait, l'idée derrière ça, c'était tanière, c'est un petit peu plus un restaurant de destination. Mhm. Origine n'est pas connu.
on est dans un quartier touristique, Origine fait plus de volume, on veut profiter de l'été, faire du volume avec Origine. Fait qu'on on ouvre Origine, il y a des dépassements de coûts assez majeurs dans le projet. Puis là, ça fait un mois et demi qu'on est ouvert, puis on s'en va dans le mur. Là, Ah ouais? Parce que veux-tu nous en parler un peu de c'était quoi l'investissement initial que vous aviez à mettre? Au départ, on pensait mettre autour de 3,6 millions. C'est énorme. Puis, mais là, tu es tout dans le patrimonial. Oui, c'est ça, c'est complexe. Ouais. Ouais, ça va vite. Puis, tu veux faire de la restauration haut de gamme, un tabouret de bar, c'est 1000 $. Fait que tu veux mettre... finalement, tu regardes un bar avec 15 sièges, tu as 15 000 $ de sièges. Fait que ça va vraiment vite que les factures, c'est clair. Ça monte. Fait que là, on arrive à un moment qu'on n'a pas assez d'argent pour finir tanière. Puis là, on a un restaurant en bas. Parce que vous avez comme tout mis dans le... Ben, il y a les deux travaux se faisaient en même temps. OK. Mais là, on est capable d'ouvrir Origine. Puis on pensait qu'Origine marcherait mieux. Mais c'était pas le cas. Puis là, en fait, on a un restaurant qui est vide en bas, qui est strippé. Puis il faut qu'on le finisse. Ah, c'est clair. Puis qu'est-ce qui explique, mettons, que Origine, ça a moins bien fonctionné? En fait, ça a très bien marché pendant l'été. Mais l'automne... du travail, là, on dirait que ça fait Pourtant, il y a encore beaucoup de tourisme dans cette période-là. Il y a beaucoup de croisiéristes qui viennent, mais les croisiéristes, c'est beaucoup... ils vont se promener l'après-midi puis ils vont prendre les repas sur le bateau. Fait que c'est pas si bon que ça pour la restauration. Fait que ça, on avait des belles fins de semaine, mais c'était comme si comme ça, tu fais une ouverture, tu échappes un peu tes coups de main-d'œuvre parce que tout est nouveau, puis il y a plein de choses comme ça. Fait que finalement, ben là, on fait une deuxième vague de financement. Puis là, il n'y a plus une banque qui veut nous prêter de l'argent. Ben, c'est ça, parce qu'à la base, le financement, vous étiez allé justement le chercher dans les banques. Exact, avec les banques, puis on avait mis aussi de l'argent personnel. Oui. Puis vous étiez combien au final? J'ai perdu le compte. Vous 6 associés. 6 associés, OK. En fait, les deux propriétaires d'Origine, Karen et Frédéric, Sabrina et Philippe, qui sont directeurs de salle et chefs de l'Origine, puis Roxane et moi pour la tanière. Puis là, à ce moment-là, on se paye le salaire minimum avec service, comme genre 9,80 $ de l'heure. Puis le type qu'on fait en travaillant sur le plancher, ben c'est notre paye. Fait que c'était un petit peu compliqué cette période-là. Puis là, je me souviens, on est comme début septembre, puis là, il faut qu'on refasse la ronde de financement, puis il faut qu'on refasse un chèque pour la compagnie. Puis là, je mets comme tout ce qui me reste d'argent. Il me restait comme un 30 000. Ouais. Puis là, je mets le 30 000, puis c'est comme, OK. Bon, ben, de toute façon, si je le mets pas, on va faire faillite, on va faire saisir. Fait que, all-in. Puis là, on ouvre tanière. Finalement, on est capable de faire les projets, mais c'est des dépassements de coûts de comme... Il y a eu un champignon sur les murs de la voûte. Il fallait sunblaster toutes les voûtes, refaire tout le mortier. Ça, c'était comme un oups de 800 000. Il y avait comme plein de choses comme ça. Fait que finalement, ça a dépassé de pas loin de 2 millions. Fait que là, on passe d'un projet de 3,6 à au-dessus de 5. Puis là, on réussit à ouvrir. Mars 2019. Puis on fait 1 an. La première année, ça se passe quand même on s'en bien. va où ça s'en va. Hein? C'est ça. Mais est-ce que c'était déjà... l'attraction était-tu déjà là, de l'ouverture de la tanière? Ben quand même, mais il y avait quand même un scepticisme parce que j'avais 27 ans. Puis là, moi, je m'en vais dans les médias. Je dis, OK, on va ouvrir un restaurant, puis on va rentrer dans le World 50 Dans Best. Ouais, c'est ça, dans la communauté gastronomique, j'imagine, peut-être les gens prenaient moins au sérieux. Ben, c'est un petit gars qui a vu des belles expériences à l'étranger, mais qui dit qu'il va faire un restaurant gastronomique. Ouais. Voyons voir, tu sais. Il y avait quand même un petit scepticisme, mais il y avait quand même l'enthousiasme. Le nom était connu, puis on avait fait quand même des événements là, pour se faire connaître et tout. Puis, y avait-tu un boom comme... est-ce que les gens, parce que ça faisait quand même 4 ans que c'était fermé, est-ce que les gens se rappelaient de la tanière puis se disaient « Oh, wow! » Y avait-tu un engouement, mettons? Ben, à cette époque-là, juste avant, c'était moi qui gérais les réseaux sociaux à ce moment-là. Puis j'avais fait des concours comme dites les meilleurs souvenirs que vous avez vécus dans le groupe La Tanière, puis là, nommer le restaurant. Fait que ça faisait quand même des publications qui cherchaient beaucoup, puis on faisait tirer des cartes cadeaux avec ça. Puis aussi, en fait, une des stratégies pour finir notre financement, c'est qu'on a vendu des cartes cadeaux comme pour pré-réserver votre place. Fait que là, ça nous a comme booké nos premières semaines. Mais c'est un peu à double tranchant parce que ça nous faisait du cash pour finir les travaux. Mais là, tu arrives dans tes premières semaines d'opération, puis c'est pas de la nouvelle argent qui rentre. C'est un peu c'est à double tranchant. Puis là, on commence en mars. Puis je pense 13 juillet, on est rendu numéro 1 sur TripAdvisor à Québec. Là, ça a été vite quand même. Rapidement. Parce que tous les commentaires qui rentraient, presque c'était tout du 5 étoiles. Fait que ça monte. Fait que ça nous donne une bonne petite lancée. On fait l'été, ça se passe bien, l'équipe commence à se placer, il y a un petit peu de roulement au début. Ça va quand même assez bien. Puis là, ben justement, mars 2020, tout ferme.
Fait que là, vous avez eu comme une année pour bâtir votre Pile réputation, votre Exact. notoriété, tout ça. On n'a jamais fêté nos 1 an. En fait, la veille de nos 1 an, on a été obligé de fermer. OK. Puis, fait que là, comme tout le monde, en fait, en c'est ça. COVID. Sauf que nous, les prêts privés, ça continuait de rouler. Fait que c'était comme, OK, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse plein de choses. Absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui ont utilisé ça comme un propulseur. Je pense, entre autres, à Pizza Salvatore. Oui, mais tu sais, vous la avez pu commencer restauration... à faire de la livraison et tout ça, mais vous, c'est nous, c'est une entreprise vraiment qui était votre connue contexte. pour la livraison, tandis que la tanière, tu vas là pour une expérience. Exactement. Tu ne penses pas à te faire livrer de la tanière. De se revirer de bord, c'est tout un défi. Hein? Oui, en fait, on pensait pas le faire nécessairement au début. Comme tout le monde, on ne savait pas combien de temps ça allait Ouais, durer. c'était censé durer 2 2 semaines. Puis, en fait, nous, première semaine, on trouvait ça plate pour notre staff qui avait vraiment donné Oui, dans cette année absolument. d'ouverture-là. Fait qu'avec Sabrina, en fait, on rentre dans la cuisine tous les deux. Puis on veut pas faire venir personne d'autre à cause des normes sanitaires et tout. Puis on a du stock dans les chambres froides. Fait qu'on fait des boîtes pour le staff. Mhm. Puis là, je me souviens encore, cette journée-là, on leur demandait, on ouvrait la fenêtre, puis on leur donnait à boire Ouais. par la fenêtre. Puis là, on dit comme crime, on a peut-être quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que là, on fait le tour de nos affaires, l'inventaire qu'on a. Puis on avait un petit site web qui était en fonction pour vendre des bûches dans le temps des fêtes. Ah, OK. Puis là, on se dit, OK, Fait que vous aviez déjà un peu une base de clientèle. très, très Petite. minime. Là. C'était OK. vraiment anecdotique. C'est juste, dans la ouverture, on cherchait des façons de faire Mhm. un petit peu plus de revenus. Puis, mais en fait, là, on fait un truc, on se dit, OK, on va faire une boîte. Ça s'appelait 3 soirs d'exception. Fait que ça va être vendredi, samedi, dimanche. T'achètes ta boîte, t'as tes 3 repas pour 2 Ah, personnes. ouais, OK. Puis c'est comme une mise en place que t'as fait. Tu as comme ta viande qui est pré-cuite, t'as ta purée dans un sac, tes légumes dans une petite barquette. Fait que tu peux tout faire avec ta casserole d'eau bouillante, puis en utilisant le four, puis on fait une marche à suivre, puis on prend une photo du plat, puis les gens font un plating à la maison, fait qu'ils aiment ça, puis ils ont l'impression OK. d'avoir un plat de resto, mais à la Une maison. petite activité, ouais, c'est ça. Exact. Mais là, On cherchait des moyens de s'occuper. c'est OK. ça. Puis là, on se dit, bon, mais ça, on va juste pas perdre la nourriture avec ça, mais Mhm. voyons voir ce C'était que le ça premier va objectif. faire. Puis là, on est comme semaine 1 de COVID, là. Puis là, on se dit, comment ça va être mal vu de faire ça? Tout le monde rentre à la maison, nous autres, on travaille. On a comme pas le choix, Ouais. tu sais, parce que sinon, on va Faut on va continuer faire à payer le faillite. prêt. Mais oui, c'est Puis, ça. fait que là, on fait ça, puis on met 50 boîtes à vendre. Puis en dedans de comme 3 heures, elles sont toutes vendues. Fait que là, on fait comme, Tant mieux. OK. Puis là, on voulait que ce soit vraiment une boîte parce que chaque boîte était 150 $. Fait que les revenus montaient beaucoup plus vite que vendre plein de petits knick-knacks. Oui. Fait que là, on en met 100. Puis là, ça se revend vite. Puis là, en dedans de 3 semaines, finalement, je suis rendu que je fais 500 boîtes par semaine. Mais c'est C'est fou. comme pour 3 soirs pour 2 personnes, fait que c'est 3000 repas par Ouais. semaine. Fait que là, je rappelle le staff de tous les restos. On flippe la salle à manger. C'est rendu une salle d'emballage. Les serveurs qui empaquent le stock. OK. Fait que Puis, vous avez été capable de faire travailler tout le monde. Ouais, la première vague, tout le monde qui voulait travailler, travaillait. OK. Puis là, c'était complètement débile. Tout était fermé à Québec. Je me souviens, j'allais marcher au resto le matin. Là, c'était mort, Ah il y avait ouais. personne. Puis Ville fantôme. moi, j'ai appelé les fournisseurs. Puis ça a été comme une période, je pense, clé dans l'entreprise parce que les fournisseurs étaient mal pris aussi. Puis Ouais, j'étais comme, ben OK, oui. qu'est-ce que tu as besoin d'écouler? Puis comme, Ah, on va aide-moi, faire un je menu t'aide, avec tu sais. ça. Fait que Ah là, ouais, cool. j'avais quand même un gros volume, c'est rien comparé à du Salvatore. Là, mais Non, mais on faisait c'est du- pas la même chose, là. une protéine, Ouais. tu sais, je commandais à peu près 150 kilos de Ouais. 3 protéines pour Ouais. faire mon menu. C'est Fait que dispendieux de c'est- la protéine, quand même. Puis, fait que là, c'était des palettes qui rentraient dans le resto. D'habitude, tu sais, c'est jamais des palettes. Ouais. Puis là, les fournisseurs ne comprenaient pas. Tu sais, on était le seul client de la route. Ouais. Puis là, ils venaient nous dropper du stock comme ça. Fait qu'on fait toute la première vague comme ça. On rouvre pour l'été. Ça va quand même relativement bien. Puis là, on voit qu'en Europe, ça commence à pas très bien aller. Fait que Ouais. Roxane dit, OK, on va faire des boîtes corporatives pour Noël. On est au mois d'août. Fait que là, il Vous prend, avez commencé à chercher des clients. il prend le bottin de la chambre de commerce, puis il appelle chaque compagnie une par une, puis il dit, vous faites quoi cette année pour Noël? Fait qu'à partir du mois d'août, Ah ouais. on commence à se faire des contrats. Parce que là, les boîtes particulières, là, tout le monde commence à en faire. Tout le monde Ouais. voit que ça Ouais. marche. Fait qu'on perd un peu de marché. Mhm. Mais là, avec ça, ça continue de se loader. C'est hot. Puis, parallèlement à ça, moi, j'essaie toujours de trouver des opportunités pendant le COVID. Tu avais plein de marchés qui s'ouvraient, vu que le gouvernement fermait des Ouais. trucs. Puis là, je suis dans mon char, on est à l'automne, on n'a pas encore nos commandes de Noël. Puis, Il y a comme eu une petite période de c'est- temps mort. Là. c'est ça. Puis là, ben, les prêts roulent. là. Fait qu'il faut Ouais. qu'on fasse des choses. C'est là qu'il faut que tu Puis, sois le plus imaginatif. Là. J'entends le domaine Orléans à Lille qui dit venez cueillir des pommes, on est encore ouvert, on n'est pas fermé, c'est une activité familiale. Fait que j'appelle le domaine, je dis avez-vous de la nourriture? Il dit non. Je dis parfait, il Ah. dit donnez-moi 1 heure, je vous rappelle. Mon fournisseur de poissons et fruits de mer avait un food truck qui était pas capable d'opérer parce qu'il n'y avait pas de staff compétent.
Fait que j'ai dit, passe-moi ton food truck, je t'achète du poisson. Je rappelle le gars, je m'en viens avec un food truck. On s'installe à l'île pendant Hey, comme c'est un bon, mois. ça. que Ça, c'est c'était- vraiment... Hey, moi, j'ai telle ressource. Ouais. Vous avez telle ressource. C'est vraiment comme communauté. Ben, c'était C'est comme. cool. C'était en mode survie, là. Ouais, Puis on faisait ça effectivement. tout le long. Puis, tu sais. Et moi, j'avais vu ça il y a plusieurs années, mais apparemment, en japonais, il y a comme 2 symboles pour dire crise, c'est danger puis opportunité. OK. Fait que je sais comme c'est une crise, il y a des opportunités partout, il faut juste les trouver puis Ouais. voir le monde sont où puis comment qu'on peut les servir. Cool. Puis ça a été bon aussi parce que ça nous a fait vraiment connaître dans la clientèle locale. Ouais. Ouais. Parce que tout le monde. Plus accessible aussi, un peu, ben, au niveau des prix aussi. Là. C'est ça. Puis là, quand on rouvrait en des vagues, les gens étaient comme, hey, on vous a eu à la maison pendant des semaines, c'était le fun, c'était Puis comme les gens notre venaient moment. attachés, tu sais. C'est ça. Puis ils nous voyaient, tu sais, on était les propriétaires à donner les sacs à chaque Ouais. semaine. Fait que c'était comme, ils voulaient que ça marche, tu sais. Il y en avait qui nous disaient genre, on commande quasiment juste parce qu'on veut que ça continue votre affaire. Fait Ben que, Puis quand vous réouvriez justement entre les vagues, il y avait un boom, genre, il y avait Ouais. plus de monde qui. ben, ça marchait bien. Puis tout le monde avait envie de sortir. Mais tu sais, c'était tout le temps des normes sanitaires, Ouais. de comme on était à 50 et tout. Mais Ça a-tu affecté beaucoup le service, justement, tu sais, l'expérience, mettons, pendant les normes sanitaires? quand même, je me souviens d'une fois, tu sais, nous, on a un comptoir chef à la tanière avec 10 places, que c'est Ouais, moi qui vais parce faire que le là, service. mhm. Puis j'essayais de faire un service où est-ce qu'on faisait une manipulation à la table. Puis j'avais une visière puis un masque. Ah, Puis c'est j'étais nul comme, un j'étais peu, pas là. capable La La d'avoir- proximité est Ah ouais, différente c'était- aussi, là. J'y repense, là, puis je suis tellement content que ça soit derrière Ben, nous. c'est clair. Mais c'est vraiment cool d'en apprendre plus sur la tanière, qui est vraiment, Ouais. pour faire un jeu de mots, une légende. Là, Ouais. ben, j'allais dire dans la ville de Québec, mais maintenant, ça dépasse absolument. vraiment tous les horizons du pays. Mais toi, François, à la base, t'étais-tu un petit gars qui tripait sur la nourriture, faire des plats, tout ça? Ça devient... Ben, quand même, en fait, tout jeune, si on cuisinait par à la maison, des parents français, c'est rarement que c'est de la nourriture comme préfaite. C'est souvent Ouais. comme on part de quelque chose. T'es né au Québec, Je toi? suis né au Québec, en Gaspésie. Oh. Puis, Les Français établis en Gaspésie. Ouais. Exact, travailler dans le domaine des pêches. OK. Le premier emploi de mes parents au Québec, c'était à l'usine de crevettes de Matane. OK. Ah, ouais. Puis, Ouais, ça sont bien intégrés. ouais. Est-ce que c'est ce qu'ils faisaient auparavant en France aussi? Il avait étudié en commercialisation des produits de la mer à OK. une université à Lorient, qui est sur le bord de la C'est mer. très là. niché Ouais. comme spécialisation. Puis ma mère était à Québec, à Matane, sur les quais, au contrôle de la qualité. OK. C'était dans les années 70, fait que les pêches n'étaient pas vraiment comme ça se fait aujourd'hui. Puis Clairement. des fois, quand les pêcheurs tombaient sur un bon lot, si la cale était remplie de crevettes, ben ça continuait, puis ils en mettaient sur le pont. Puis là, ça arrivait, puis ma mère, elle disait non, tu débarques pas ça ici, on prend pas ton chargement. Ça se faisait traiter de Ouais, c'est Ah. clair. petite française. Puis les pêcheurs gaspésiens n'étaient pas contents, tu sais. Fait que c'était comme. C'est ça, j'ai toujours été baigné un peu dans cette qualité, dans cet environnement-là où est-ce que mes parents parlaient de différents enjeux alimentaires à table aussi. Puis est-ce qu'eux-mêmes étaient cuisiniers ou il y avait un intérêt pour la cuisine? Non, vraiment Non? juste comme épicurien. OK. Puis en fait, moi, à 15 ans, premier emploi, en fait, étudiant, je dis, je vais aller travailler dans un restaurant, ça m'intéresse. À 15 ans, tu vas travailler dans un fast-food. Fait que Oui, oui. Je commence à travailler au Ashton parce OK. que j'étais comme, Parce que là, tu as Wow. déménagé entre-temps à Québec, tes parents. C'est ça, à peu près avec 6-7 ans environ, là, OK. on est arrivé à Québec. Puis à Ashton, j'étais comme, c'est pas McDo, ils sont des patates fraîches. Puis, tu sais, C'est québécois. Hein? c'est ça. Ouais. Fait que déjà, comme un petit peu intéressé. Puis là, c'est comme la piqûre du rush. Là. Je me souviens, OK. je faisais Ouais. des nuits à 16 ans. Puis Ouais. là, quand il y a le line-up à 3 h du matin, puis que c'était un Tu peu le Travailler bordel, auquel? Travailler ici? chemin Sainte-Foy. OK. Fait que tu avais tout le monde qui sortait des bars à Pyramide Ah oui. qui s'en venait. Puis c'était vraiment ça. C'était le rush que j'aimais. OK. Puis, mais c'était comme. Je tripais pas tant que ça à faire des poutines. Puis là, je fais comme 1 an là-bas. Je me dis, bon, ben, j'ai fait des nuits. Tu sais, les employeurs vont voir que je suis vaillant. Mhm. Fait que je t'avais porté mon CV au Cosmos. Puis là, il me dit, là, je rencontre le chef de cuisine de jour qui est là. Puis il me dit, ben, j'ai un poste ouvert pour faire de la plonge, couper des fruits ou faire des toasts. Là, je dis, bon, je vais couper des fruits. Puis, fait que je commence à travailler là. Puis là, c'est pas trop long que je m'intéresse. Fait que il me donne des postes avec un petit peu plus de responsabilité. Toujours dans la cuisine. Toujours dans la cuisine. OK. Puis là, je m'en vais C'était aussi. pas tant le service qui t'intéressait à ce moment-là. Non, C'était pas vraiment Ouais. comme On dirait que à l'arrière. parler au monde à cette époque-là, j'étais moins à l'aise. Puis là,
là, je suis au cégep en sciences et nature parce OK. que je me dis que la restauration, c'est un monde de fou puis que je veux pas faire une carrière là-dedans. Ah ouais, tu Ben, disais ça. j'étais comme partagé dans ma tête. Ouais. Là. C'est quand même... Ça, Mais c'est c'est le souvent, fun, c'est mais- c'est comme le stéréotype, justement. La restauration, c'est un monde de fous. C'est des gens qui sont Ouais. fous parce qu'il y a vraiment beaucoup de pression, puis comme le pace est vraiment rapide. là. Exact. Mais il y avait quelque chose que j'aimais, tu sais, cette espèce d'équipe qui est comme, OK, Ouais. faut Faut que tu sois livrer là C'est pour une ensemble. ton équipe. synergie, là. Tout le monde Exact. a une étape, là, ça fait une expérience à la fin. Exact. C'est pour vous donner une idée un peu de ma personnalité, au Cosmos, à peut-être 17 ans, là, il y avait une tempête de neige, puis je faisais les brunchs. Ben, j'étais allé travailler, mes parents étaient à Sainte-Foy, j'étais allé sur le boulevard Laurier en ski de fond le matin parce que les bus passaient pas. Genre, Ah puis ouais, ok. mon chef, quand il m'a vu arriver, il était comme Yes! Tu sais, Ouais. le staff était pas capable de rentrer, puis j'étais comme ça, c'est la restauration, tu sais, arrange-toi pour être là. Puis, Ouais, show up. fait que j'aimais ça, mais là, je m'en allais pour être capitaine de la garde côtière canadienne. OK. Puis je faisais des sciences OK, nature. attends, ça, c'est ça. C'est quoi que tu voulais faire avec tes sciences nature? C'est quoi qui était le projet? Ben, pour être capitaine, il faut que tu fasses de la physique, il faut que tu fasses ok. des maths. Fait que Ok. je faisais tout ça, mais j'haïssais ça. Puis, Me semble si t'avais été, mettons, dans les bateaux cuisiniers, ça aurait déjà fait plus de sens. mais c'est ça. J'étais mitigé, puis ben, mes parents avaient dû refaire des études au Québec. C'était pas tout qui avait été Ah comme ouais, crédité. crédité. comme- Puis ma famille, c'était comme important d'aller à l'université. Fait que on dirait que la Ouais. restauration, c'est comme parfait. Tu fais ça, tu t'amuses, mais tu sais, ça prend serait le quelque fun chose que de tu fasses plus l'université. consistant, ouais. Puis, fait que là, c'est ça, je fais mes sciences nature, mais entre-temps, je m'en vais du Cosmos. Je trouve que c'est un monde de fou. Il faut que je focus sur mes études. Je porte mon CV dans une épicerie pour être emballeur. Puis, le gars, il me dit j'ai pas de poste pour toi pour être emballeur, mais on ouvre un petit café. Si ça t'intéresse, tu as fait des déjeuners, on va faire des déjeuners. Je fais OK, parfait. Puis là, Un addon, quand même. un hasard complet. Puis le chef, en fait, du café, c'est un Français qui s'appelait Fabrice. Puis Fabrice, il commence à montrer les bases, faire une crème pâtissière, faire des braisés, tout ça. Avant qu'on ouvre le restaurant, c'est un restaurant qui a été racheté, il faut tout le nettoyer. Je fais ça avec lui, puis j'aime quand même ça, faire ça. Fait que finalement, il me laisse un petit peu de liberté pour la création avec un déjeuner qui s'appelait le Quoi de neuf. Fait que chaque semaine, je pouvais faire un Quoi de neuf. Puis là, Ok. j'étais dans mes cours de chimie, puis au lieu d'écouter, j'étais en train de gribouiller, puis faire mes plans pour mon Quoi de neuf. T'avais Fait que- quand même la tête ailleurs. Complètement. Mais fait que c'est là que ça a commencé à, Ouais, c'est vrai. à inventer des recettes. Puis à... Exact. Ok. Puis là, c'est là qu'en fait que je me dis, OK, bon, ben, je vais quand même finir mes sciences nat, mais je vais aller faire gestion à l'UTHQ, je ne ferai pas cuisine. Parce Ok. que je me rends compte qu'en tant que cuisinier, tu es quand même assez vulnérable par rapport à l'entreprise dans laquelle tu vas tomber. Puis Mhm. si tu es capable de faire un peu de gestion, ben, peut-être qu'un jour, j'aurai mon entreprise, peut-être qu'un jour, je travaillerai comme gestionnaire pour quelqu'un, mais j'aurai un certain pouvoir. T'avais-tu cette idée-là, justement, de l'entrepreneuriat à ce moment-là? Ou... Un petit peu, je l'avais en arrière de ma tête, c'était un rêve, mais tu entends tellement de choses sur la restauration, les faillites, tout ça, que Ouais. J'ai Ça te pas- refroidit un petit peu? j'ai pas une famille d'entrepreneurs. Ouais. Puis mes parents, ben, tu sais, ils avaient pris leur risque en immigrant puis en Mhm. vivant ce moment-là. Fait que c'était pas nécessairement ça que. Mais On quand voyait. même, ils ont une certaine force, une certaine tolérance au risque pour avoir Ouais. pris ce risque-là. Exact. Fait que finalement, je m'en vais à l'UTHQ. Puis là, en fait, j'ai une longueur d'avance sur tout le monde un peu à cause que ça fait déjà 5-6 ans que je travaille en cuisine. Fait que j'ai un paye, je suis capable de donner un couteau, tout ça. Fait que j'ai toujours les meilleurs stages. Puis là, à la fin de mes études, je fais une compétition qui s'appelle Young Chef San Pellegrino. Puis je me ramasse dans le top 10 canadien. Puis là, l'école voit ça. Puis ils sont comme, normalement, il n'y a pas personne qui sort du cours de gestion qui va performer autant en cuisine. Ça serait vraiment une bonne idée que tu t'appliques sur la bourse Grand Chef Relais Château. Puis en fait, c'est suite à cette bourse-là que là, Frédéric m'a engagé quand je suis revenu, Ah puis ouais. que tout a déboulé. Mais moi, c'est ça, je trouve fou parce que, tu sais, là, tu parles. On est beaucoup de Québécois quand même à avoir eu des expériences de restauration par-ci par-là, mais il n'y a personne qui se ramasse à l'ITHQ puis qui est comme aussi excellent en nourriture. C'est que tu T'as un cuisinais talent, chez là, vous tu sais, ou... c'est- Ouais, ben j'étais curieux, j'étais intéressé, j'ai regardé tout le temps des émissions de cuisine. Puis ben, dans les cours aussi de gestion, moi, je venais de faire Sciences Nat, puis j'étais comme, OK, tu sais, là, je m'en vais faire l'ITHQ. Genre, faut que ça vaille la peine. Ouais, fait je que comprends. c'est. J'arrivais dans les cours, puis là, s'ils nous donnaient, par exemple, une petite bavette, puis il fallait apprendre à cuire la bavette, puis quelque chose, j'étais comme, non, tu sais, donne-moi le morceau de bœuf, je vais arriver une demi-heure avant tout le monde, je vais le nettoyer, je vais le portionner pour le reste de la classe, mais j'en veux, là. Fait que ouais, t'étais- je m'impliquais dans tous les projets qu'on pouvait faire pour essayer d'avoir des connexions. S'il y avait un chef qui venait pour faire un événement, je donnais mon nom pour faire du bénévolat pour cet événement-là. Fait que je poussais vraiment. Je devais être tannant, honnêtement. Là, il y avait avoir des profs qui étaient comme... Mais, fait que ta première job haut de gamme, c'était en Europe, c'est ça?
Non, pas tout à fait. En fait, avant ça, quand j'étais à l'ITHQ, là, je travaillais plus dans au petit tes café dans le stages, Campanile. OK. Je travaillais à l'Auberge Saint-Antoine. Puis OK. c'était le Panache à l'époque qui était Ouais. vraiment connu. Puis là, ça poussait au Panache. C'était Ouais. un chef qui sortait de chez Ducasse qui était là. Puis qui sortait de où? Alain Ducasse, qui est comme un cuisinier français vraiment connu, 3 étoiles à Monaco. Puis il y a des restaurants dans des palaces en France. OK. Puis plusieurs établissements partout dans le monde. Puis le chef qu'on avait au Panache, c'était un des sous-chefs d'Alain Ducasse. OK. Fait qu'on était formé vraiment classique français. OK. Fait que je venais travailler à Québec la fin de semaine, puis je retournais à Montréal Oh la mon semaine. Dieu! OK, fait que toutes les fins de semaine, tu descendais. Exact. Ça me fait rire, ça. Moi, parce que j'ai fait un peu un parcours similaire à toi. Je suis partie étudier 3 ans à Montréal, mais moi, je revenais souvent, mais c'est parce que j'avais une relation à distance. Toi, tu avais une relation à Exact. distance avec. C'est ça. Ben, ta j'avais job, j'avais ok. ma blonde aussi qui était à Québec. ta Fait que blonde aussi c'était était à comme Québec? c'était une des raisons, ben, la Ah, ben là, raison dans le fond, principale les en deux fait. raisons. OK. Puis là, tu C'est parles drôle, de- on a fait la même chose, ça veut dire. La 20 ou la 40, on l'a vu. C'est ça. Tu parles de le chef à la française. Ça a été dans les médias dernièrement, là, Ouais. à Montréal. Là, c'est sorti, puis c'est comme dans la tête de tous ceux qui sont pas dans les cuisines. Moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, ce genre de gestion-là en cuisine de haute gastronomie. C'est Ouais. ce qu'on voit dans les films. Non, ça existe vraiment. Ouais. Nous, c'est zéro mon style. Vous pouvez demander à tout le monde qui a travaillé avec moi. C'est vraiment, vraiment rare que je vais m'énerver. Mais puis, toi, tu as vécu ça? T'as Oh. été élevé comme ça dans à la cette cuisine? époque-là, au Panache, là, il y a des services que les serveurs ils tenaient la porte pour pas que les clients entendent commencer à crier en cuisine en arrière. Ah, là. voyons. C'était vraiment... ça y allait. Puis, Mais le monde, il restait à travailler dans des environnements comme ça? ben, pas longtemps, mais OK. tu sais, c'est... quand tu es dans ce genre d'environnement-là, il y a plein de choses négatives, puis je cautionne vraiment pas ça. Mais honnêtement, c'est hyper performant. Là. Ouais. Fait que tu peux aller chercher plein de choses. Faut pas que tu restes là-dedans longtemps, tu vas faire une dépression, mais tu peux apprendre quand même beaucoup. Fait que c'est ça. Le monde restait pour apprendre. Puis quand j'étais dans mes stages, il y a un restaurant en Australie. C'est super militaire, là, comme on a un timer devant nos postes. Si tu es en retard de 5 secondes au pass, il faut que tu l'annonces au chef pour qu'il retarde les autres assiettes de sortir. Puis tu sais, c'est vraiment timé. C'est Puis drillé, là. le chef, un des chefs de partie vient me voir puis, après comme 2 semaines que je suis dans le restaurant, puis ça va quand même bien mes choses. Puis il me dit comment tu trouves ça? Tu me dis ça en anglais, comment tu trouves ça, le restaurant et tout. Je fais chef, I like it, it's awesome, it's amazing, producer, like great. Il dit good. Now tomorrow you come back, but you're gonna be fucking angry. J'étais genre, le chef. Fait que, c'était comme juste le mindset de Ben comme. voyons. T'es Puis, bon, mais c'est pas assez. c'est Ben, ça. tu sais, ouais, c'est ça. Genre, si t'es comme en mode arrache Tout va tout, bien. faut que tu y ailles comme ça. Puis honnêtement, ça, c'était mon premier stage. Puis dans le restaurant, il y avait 2 sauciers rôtisseurs, qui est comme la job en cuisine la plus tough. Puis après, Attends, saucier rôtisseur. fait que tu fais toutes les sauces du restaurant, puis tu Ok. transformes toutes les viandes, puis tu fais les cuissons de viande pendant le service. Puis ça, c'est des cuisiniers qui ont comme plusieurs années là, d'expérience, là, 7 à 10 ans environ. OK. Puis là, dans ce restaurant-là, qu'on est une brigade de comme 19 en cuisine, il y a 2 personnes qui font ce poste-là, c'est tout. Puis moi, ça fait 1 mois et demi que j'étais en stage là-bas. Le chef, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ton stage? » Je dis « Chef, vous avez renvoyé le saucier rôtisseur hier soir, je prendrais bien son poste. » Il me dit « T'es sûr, là, t'es stagiaire, c'est une grosse tâche. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir, chef? » Il dit « Ben, tous les poissons qui vont rentrer, toutes les viandes qui vont rentrer, quand tu finis le soir, il faut que ce soit étapé. » J'ai dit « Chef, parfait. Je vous demande une chose. Il dit quoi? Je dis, ça va me prendre la clé du restaurant. Fait que là, je rentrais au restaurant à 7 h quand il n'y avait personne, puis je commençais à travailler, puis je finissais à comme 1 h du matin. C'est fou Ouais, parce puis- que tantôt, tu parlais de ton expérience sur les bateaux et tout ça, puis on dirait que j'avais de la misère à voir le lien entre ça puis le reste de tes expériences. Mais maintenant, je pense que je comprends, c'est comme la discipline. Ouais. Clairement, le genre de rythme. T'avais pas le choix. Là. Puis en fait, les sciences puis la gestion, ça m'a vraiment Ouais. aidé dans justement, OK, tu n'y arrives pas, Mhm. calcule chacune de tes choses pour pas perdre une seule seconde de ton temps. Là. Fait que comme je rentrais dans le restaurant, j'avais un petit chariot, je savais exactement le nombre de choses que j'avais besoin dans chacune des chambres froides. Là. Puis je revenais jamais 2 fois sur mes pas. Puis ben, c'était malsain, là, mais c'est pour ça que tu le Genre fais. de obsession de la productivité, de l'efficacité. Puis tu le fais pendant comme le temps que tu as à le faire, puis après ça, il faut que tu passes à autre chose. Puis c'est zéro comme ça à la tanière, mais comme de l'avoir fait, ça, je pense que ça a fait en sorte que j'ai progressé très, très vite. Puis c'est un bon point que tu dis. Tu dis, moi, je reproduis pas nécessairement ça dans le restaurant et tout ça.
comment ça fonctionne? À quel point tu as eu un switch quand toi, tu es devenu en position d'être le chef, de gérer la cuisine? Ben, en fait, c'est que je me disais, OK, tu sais, ces restaurants-là, oui, c'est vraiment intense, mais personne reste. Ouais. Fait que, tu sais, c'est Toi, sûr. tu voulais miser plus sur une retention. Ben, quand tu répètes tout le temps, puis quand ton équipe part, tu as tout le temps une perte Ouais. de savoir. Puis, tu sais, la formation, tu es juste comme pas efficace. Moi, mon équipe est en cuisine depuis pratiquement 3 ans, la plupart des gens qui sont là. C'est sûr, j'ai un petit peu de ça rotation. correspond avec la couverture post-COVID, ouais. c'est ça. Fait que le monde reste vraiment, puis ça fait en sorte que je regarde des gens qui sont rentrés chez nous comme dans les garde-manger, c'est comme les premières positions les plus faciles, puis qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire les viandes, les légumes, puis que je leur dis, OK, clarifie telle sauce ou fais telle technique, puis c'est comme, oui, parfait, il le fait, il sait le faire. Puis j'ai des nouveaux qui rentrent, qui ont passé par des super beaux établissements, puis qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances qu'on a transmises aux jeunes. Puis je me dis comme, tu sais, là, ça commence à payer, là, justement, d'avoir cette mentalité-là de, comme, forme le monde, assure-toi qu'il soit bien. Puis une des choses, moi, qui me faisait beaucoup hésiter à aller travailler en restauration, c'est que tu n'es jamais là pour les moments importants de ta vie. Fait qu'en fait, là, j'étais comme, bon, c'est un chiffrier Excel, dans le fond. Il faut juste que tu comprennes c'est quoi ton budget, qu'est-ce que tu peux donner à tout le monde, puis assure-toi d'avoir un petit peu de latitude dans ton équipe. Engage ton monde au moment clé. Fait que moi, le monde tu peux avoir tout le temps 2 personnes off sur le plancher en même temps. Okay. Fait que si c'est la fête à ta grand-mère, telle date, mets-moi là dans le logiciel. Puis si j'ai pas 2 personnes off, je te l'accorde. Fait que rendu là, gérez votre vie le plus vite possible, puis moi, je vais gérer mon horaire, puis tout le monde est content. Vous êtes combien sur le plancher ou l'équipe? On est 30 employés pour faire 60 clients. Quand même. Fait qu'on est 15 en cuisine, 15 en salle. C'est fou. Puis, tu sais, tu as parlé des sauciers, là, j'oublie le terme. Saucier rôtisseur, oui. C'est ça, saucier rôtisseur. J'avais aucune idée que c'était un poste en cuisine. Il doit tellement en avoir des postes différents. Ben c'est ça, puis toi, t'es chef, t'es copropriétaire. Est-ce que toutes les recettes sont inventées par toi ou là, il y a le saucier qui, lui, va faire la sauce sur ça, elle va mettre les légumes à la bonne place. Est-ce que tout le monde joue un rôle ou t'es comme la ligne directrice? Non, mais souvent, moi, je vais comme amener l'idée de base, puis je vais les déléguer dans les équipes aussi pour que, justement, c'est important dans une vie de cuisinier d'avoir ce côté-là créatif. C'est pour ça que les gens sont cuisiniers à la base. Fait que je pense que si t'as pas ça, t'as pas envie de rester puis t'as envie d'ouvrir quelque chose. Fait que souvent, là, je vais arriver avec une idée puis je vais parler un peu de ce que j'avais en tête, mais je les délègue pour que les gens y mettent leur touche aussi puis qu'ils se l'approprient. Fait que ça fait qu'après, quand ça sort sur le menu aussi... C'est la fierté aussi. C'est leur fierté. Puis à la limite, ça me fait même moins de gestion derrière parce que si, par exemple, en ce moment, j'ai un gars dans l'équipe qui s'appelle Léo qui vient de travailler sur une sauce. Si Léo il a fait sa sauce de cette façon-là, puis qu'il part une journée en congé, puis qu'il revient, puis qu'il n'est pas tout à fait pareil, j'aurais même pas besoin de le dire. Ça va être lui qui va repasser en arrière. Hey, comment les gars, tu sais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, ils sont vraiment propriétaires. Ils ont vraiment les objectifs de l'entreprise à cœur parce que justement, sont investis vraiment de façon personnelle. D'autant plus que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis dirais-tu que, parce que là, félicitations encore, vous avez reçu vos 2 étoiles Michelin. Est-ce que tu penses que justement cette rétention de personnel-là a contribué à ça? Oui, clairement. Qui vous a distingué peut-être justement de... C'est sûr d'avoir, c'est un petit peu cruise control à tous les soirs, puis tout le monde sait ce qu'il y a à faire, fait que c'est sûr que d'avoir... Une belle synergie. Ça l'aide énormément. Mais pour revenir aux étoiles Michelin, est-ce que il n'y en avait pas au Québec avant? Ouais. Est-ce que vous le saviez que ça s'en venait puis qu'il allait avoir des évaluateurs? Je ne sais pas trop comment vous en fait, c'est un monde qui est quand même fou. Moi, c'est pas quelque chose que je connais nécessairement, mais c'est-tu quelque chose que tu appliques pour ou c'est eux qui entendent parler de toi? Tu n'appliques pas du tout. Ils vont venir évaluer. Okay. Puis en fait, moi, j'étais impliqué dans la démarche de faire venir le Michelin au Québec. Ah ouais, parce que, dans le fond... C'était-tu ailleurs au Canada avant? Il y a eu un guide à Toronto pour la première fois il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Okay. Ensuite, ils ont fait Vancouver. Puis là, en fait, c'est suite à l'apparition de Vancouver que moi, je me suis dit, OK, le prochain, c'est Montréal, puis ça sera tout. Parce que en Amérique du Nord, c'est les 3 plus grandes villes. Michelin, ils vont par ville. Fait que comme par exemple, à Toronto, là, ils ont agrandi dans les dernières années. Mais au début, c'était juste le centre-ville de Toronto. Ils vont pas à Mississauga à côté, qui a peut-être des bons restos. Puis, exact. Okay. Là, ils commencent à s'agrandir un peu. Mais il faut vraiment que les offices de tourisme mettent des sous pour que Michelin vienne. En fait, Michelin, c'est une compagnie privée. Mais Michelin ne va pas prendre d'argent de restaurateur pour se faire évaluer. Mais si l'office de tourisme dit on veut avoir le guide Michelin, là, ils vont venir. Puis c'est comment, excuse-moi, de cette entreprise privée-là, comment ça fonctionne? C'est quoi? Ils ont des chefs renommés, puis là, c'est des critiques, mais
en fait, des évaluateurs plus que des critiques. OK. Puis ils sont à l'aveugle, fait qu'on sait jamais Ah. quand ils vont venir. Des fois, on devient un petit OK. peu paranoïaque. Freak, ben oui. Puis aussi, le critique va jamais revenir 2 fois dans le restaurant. OK. Fait que ça va toujours avoir des T'as nouveaux une chance. critiques. Puis ben, il y en a plusieurs qui vont passer dans OK, je l'année. comprends. Mais dans le sens qu'ils vont pas, tu peux pas comme dire, OK, je l'ai spoté, prochaine fois, ça va être lui. Fait qu'avant de te donner une étoile, excuse-moi, oui, une étoile, 2, ouais. il va y avoir plusieurs critiques qui vont venir Exact. dans ton restaurant. OK. Puis Ouais. là, ils vont se parler entre eux, puis là, ils vont prendre une Ils vont décision. comparer leurs évaluations et tout. Puis, C'est-tu tout le temps des Français ou ils ont leurs critiques? non, ben j'entendais le directeur du guide en entrevue, puis il disait on a vraiment des gens de partout dans le monde. OK. Puis, tu sais, des fois, tu as même 2 critiques qui peuvent être dans la salle en même temps. Il y en a Ah, peut-être un que, justement, a peut-être un profil que tu pourrais peut-être cibler un peu plus. Puis, tu mets toute ton attention sur lui, mais si l'autre C'est personne pas n'a pas eu la lourd, même chose, tu n'auras pas ton étoile. Fait que c'est comme. C'est pour ça que c'est le guide le plus reconnu dans le monde, c'est que c'est vraiment sérieux, Très puis tu peux spécifique. pas acheter qui que ce L'acheter. soit. Et quand tu dis vous avez reçu 2 étoiles en même temps, Ouais. ça veut-tu dire qu'il y a 2 critiques différents qui sont venus? Il y en Non, a non. peut-être 5 Comment qui sont ça venus, puis t'en as fonctionne, juste le deux. Dans le fond, étoiles? eux, ils ont une grille, OK. puis ils vont dire, ils vont donner des étoiles. Puis, en fait, le guide Michelin, tu as les bibs gourmands, qui sont comme des bonnes adresses. C'est un peu ce que les évaluateurs recommanderaient à leurs amis, bonnes adresses à bas prix, OK. où tu vas bien manger, bien boire. Tu as les recommandations, que c'est un très bon restaurant. 1 étoile, c'est déjà très bon. Après, 2 étoiles, puis 3 étoiles, c'est le top. Puis, OK. en ce moment, au Canada, on est 2 restaurants à avoir 2 étoiles. OK. Fait que c'est vraiment très, très pointu. Puis, ben ça, c'est ça. En fait, quand il y a eu le guide à Vancouver, moi, j'avais peur que Québec soit pas dans la Ouais. sélection. Fait que j'ai écrit une lettre, puis j'ai été la faire passer pendant une après-midi, en fait. J'étais capable de me libérer un peu de la mise en place. J'ai pris mon char, je suis allé voir des chefs, on m'a signé la lettre. Puis, en fait, cette année-là, on avait une cérémonie à l'Hôtel de Ville parce qu'on avait reçu les diamants. Oui. Puis, le maire Marchand recevait plusieurs acteurs de l'industrie touristique qui s'étaient démarqués. Fait qu'il y avait comme un petit cocktail, comme une demi-heure, puis j'en ai profité pour lui donner la lettre. Puis il m'a dit OK, on va faire un suivi avec toi. Puis moi, j'étais comme bon, OK, tu sais. C'est peut-être lancé un peu dans Ouais. l'air. Ouais, Puis, c'est ça. mais honnêtement, j'ai été tellement, tellement surpris de la proactivité Ah, ouais? de l'équipe du maire Marchand. J'avais des OK. suivis de son attaché de presse. Wow. Wow. Ça a pris 10 jours. J'avais des rencontres avec les gens de l'Office de tourisme. Wow. Puis, tu sais, ça a été vraiment... Moi, j'ai comme lancé le projet. J'ai expliqué ma vision. Puis après ça, ça a été à eux de faire les démarches. Là, j'avais comme plus le droit d'être impliqué. Puis la journée qu'ils ont conclu le deal, j'ai même l'attaché de presse du maire qui m'a appelé. Je m'en allais à la pêche avec mes chums. Puis là, on est dans le char, on s'en va en Gaspésie. Je suis OK, les gars, arrêtez de parler. Genre, je la mets sur speaker. Puis elle dit bon, ben, monsieur Nicole, on va venir au courant. Là, votre démarche a porté fruit. Le guide s'en vient au Québec. Puis là, je parle un peu Ouais. avec. Je raccroche, là, mes chums sont dans le char. C'est malade, là. Fait que, mais tu sais, là, on n'a rien. Tu sais, ça veut pas dire qu'on Qu'on va va l'avoir. l'avoir, ouais. On sait juste Mais ça veut dire qu'ils viennent au Québec. qu'on va être évalué. Exact. Ah, vous saviez que vous alliez être évalué? Ben, Ou de en le tout cas- style de restaurant qu'on est, c'est pas mal sûr qu'ils vont Ouais, faire. OK, je Fait comprends. qu'après ça, le travail reste à faire. Fait que là, ça, c'était comme début de l'automne. Puis 2 semaines après que j'ai eu cet appel-là, il y a eu la conférence de presse pour dire OK. que le guide s'en venait. OK. Puis après, ben, en fait, ils ont dévoilé les étoiles en mai dernier. OK. Puis là, normalement, dans plusieurs pays du monde, il y a des cérémonies pour donner les étoiles. Puis au Québec, ça s'est pas fait comme ça. En fait, le gouvernement n'était pas prêt à dépenser de l'argent public pour comme faire une soirée de célébration. Ce qui est bien correct. Mais on a appris la nouvelle par communiqué de presse. Fait Ah que, ouais, OK. c'était un peu Vous spécial. n'avez pas été appelé, genre, ou hey, félicitations, C'était- une lettre peut-être du guide Non, Michelin, c'est ça, non? ça faisait OK. rien. On est dans le resto, c'est un jeudi. Fait qu'en plus, on travaille, on a un service, le restaurant est complet. Puis là, cette journée-là, c'est une journée comme les autres. Fait que je fais un horaire normal. Mais là, je vois tout le staff qui arrive au restaurant à partir de comme 8h, 9h le matin. Parce qu'ils me disent comme je veux faire ma mise en place tout de suite. Après 2 heures, quand ça va être annoncé, je serai plus capable de travailler. Ouais. Puis, fait que là, puis là, à ce moment-là, nous, on est suivis par une équipe de tournage pour un documentaire. Fait que là, il y a comme une caméra dans la cuisine. Oh. Puis là, juste avant que ça arrive, il y a Radio-Canada qui arrive, il y a TVA Oh mon qui arrive. Dieu, le Fait que là, timing il y a est vraiment comme- fou, Pas mal de monde qui nous check. clairement. Puis là, moi, je suis sur mon cell en train de comme essayer d'actualiser la page de Michelin. C'est buggy bien raide. Puis là, je reçois un texto de la tante à ma blonde qui dit Tanière 2 étoiles. Là, je suis comme OK, il est comme 2h moins 5. Peut-être que quand même souhaite 2 étoiles, mais tu sais, j'ai comme une petite boule dans le ventre. Ouais. Je sais pas trop. Puis comme
2h moins une, je reçois un texto de la directrice de l'Alliance touristique qui me dit « Félicitations, François, pour vos 2 étoiles ». Fait que là, tout le staff est autour. J'ai on a 2 étoiles, puis là, c'est comme l'explosion de joie. Mais c'est fou que vous avez eu tout ça filmé. Ouais, c'est ça. Puis la vidéo est devenue virale. Ouais, je sais pas, il rentre à combien de vues, mais ça n'a pas été long que je voyais ça reposté par Virgin Radio Montréal, plein de monde. Puis ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Fait que ça a été là, gros impact sur l'entreprise directement. Puis moi, une des raisons pour laquelle je voulais que Michelin vienne, ben, c'est pas juste un trip de comme, OK, on va avoir 2 étoiles, c'est sûr, c'est un rêve, c'est malade. Mais c'est aussi pour la viabilité de la compagnie parce que là, on avait un restaurant on était capable d'arriver break-even tout le temps parce que nos week-ends allaient bien puis on avait eu un bon spin médiatique avec les lauriers de la gastronomie. J'avais été chef de l'année, on a eu restaurant de l'année, fait que le nom sortait souvent. Mais c'était encore difficile. Mais là, j'étais comme si on réussit à avoir un calendrier qu'on est plein, on est ouvert 4 jours semaine, du jeudi au dimanche. Là, ça va marcher parce que quand tu fais 40 couverts dans un restaurant gastronomique, tu as le même staff que quand tu en fais 60. Ouais. Fait que, mais tu as 30 moins de revenus. Ouais. Fait que c'est quand même compliqué. Puis là, le Michelin est arrivé, puis ça a été une augmentation de 200 des réservations. Fait que ça a été complètement hallucinant. On a booké 25 de notre année en 2 semaines. C'était complètement fou. Fait que là, depuis ce temps-là, les ratios vont beaucoup mieux. Puis justement, j'ai plus de latitude pour améliorer l'équipe puis continuer d'essayer d'aller plus loin parce que l'objectif au jour 1, c'était World 50 Best. Fait qu'on n'est pas encore là, mais on est dans la bonne voie. Puis ça a marché un peu comme le guide Michelin, des critiques que c'est pas trop. Exact. Ça s'appelle des Taste Hunters du World 50 Best. Puis ils viennent, puis ils nous évaluent. Il y en a qui sont connus, il y en a qui sont pas connus. C'est un petit peu moins anonyme que Michelin. Okay. Puis là, d'ailleurs, on vient de recevoir le prix Art of Hospitality de World 50 Best pour l'Amérique du Nord. Fait que félicitations. Ben, vraiment, merci. Félicitations. C'est une belle reconnaissance. C'est fou parce que, bon, tu nous disais tantôt, tu as 34 ans, tu as quand même atteint beaucoup d'objectifs. Tu dirais que le prochain, c'est ça, World 50 Best, puis après... Oui, ben, après, je sais pas, on verra, mais c'était le Parce qu'on peut considérer que tu es dans la première moitié de ta carrière. Oui, c'est sûr, on peut dire ça. Mais je sais pas ce que je ferai après. Ben, on est encore, c'est encore un long chemin. On a comme plein de choses qui vont bien, que ça les asses en ligne. Et puis c'est quand même relativement nouveau, là. C'est toi, ton rôle dans la tanière. Vous avez ouvert, c'était la COVID. La COVID est finie, ça fait 3-4 ans. Finalement, c'est ça, c'est 3-4 ans. C'est pas long, là. Oui. Ça a été, mais je pense que finalement, on a été super chanceux dans tout ce processus-là. Oui, on a travaillé fort, mais les asses se sont quand même bien alignés. Même la COVID... Ça a été positif dans un sens, vu que ça nous a fait connaître auprès de la clientèle locale, ça nous a fait faire des liens avec les fournisseurs. Puis le projet de la tanière, en fait, je ne l'ai même pas dit encore, mais tous nos produits sont locaux. Fait que toutes les viandes, ils viennent directement de la ferme au restaurant. J'ai pas d'intermédiaire qui passe pour les viandes. Ça, c'est beaucoup de travail, par contre, de justement faire la coordination, tout ça. Là. Puis on s'engage aussi auprès des éleveurs. Fait que c'est par exemple, l'éleveur de cerfs, je vais avoir 3 cerfs qui vont rentrer aux 2 semaines entre la mi-octobre et le 15 mai. Fait que peu importe ce qui se passe, je prends toujours les bêtes puis je m'organise pour les passer. Fait que c'est la même chose pour plusieurs éleveurs. Fait que quand je passe les commandes le lundi, c'est pas un call chez un grossiste, c'est comme 20 appels. Ouais, c'est ça. Puis comment tu fais? Parce que toi, ton rôle exactement, est-ce que tu es encore chef? Est-ce que... Oui, je suis encore beaucoup impliqué dans les opérations. Moi, je fais 3 à 4 services par semaine. Okay. Puis je suis au restaurant 5 jours par semaine minimum. Puis après ça, il y a d'autres journées comme aujourd'hui que je fais du média marketing, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire maintenant? C'est-tu vraiment le service, dans la cuisine, la gestion des horaires? C'est toi qui fais ça, la gestion des horaires? Oui, je fais la gestion des horaires. Les horaires, je trouve que c'est le plus important à gérer dans de la restauration comme ça parce que c'est pas trop long que tu l'échappes. Puis aussi les forces, les faiblesses de tout le monde, les caractères, tout ça. Fait que je pense que je connais toute mon équipe par cœur. J'ai mon chef de cuisine qui s'appelle Anthony Vien, qui est avec moi depuis maintenant 4 ans, qui est rentré comme chef de partie. Fait que lui, c'est vraiment mon bras droit qui m'aide beaucoup puis qui fait des commandes avec moi puis qui crée beaucoup de plats aussi. Mais c'est vraiment la création, c'est un peu le dada, c'est ça que j'aime le plus faire, mais je pense que c'est juste comme 5% de mon travail. C'est ça. Fait que mais on est vraiment dans le développement des produits sauvages. Fait que c'est pas juste de créer des assiettes, c'est souvent des projets qui vont prendre plusieurs mois d'avance. Comme en ce moment, on travaille sur un plat qui va sortir au menu probablement cet hiver. C'est avec un biologiste au Lac-Saint-Jean qui a trouvé que des trembles qui sont affectés par un insecte, ils vont créer une sève qui, dans le fond, il y a
un parfum qui est vraiment connu dans le monde qui s'appelle le bois de santal, qui vient d'Inde. Ouais. Le bois de santal, c'est aussi un arbre en Inde qui a été colonisé par un insecte. Puis Fabien, en faisant des analyses dans le labo, il s'est rendu compte que cette sève-là cristallisée, c'est exactement la même molécule aromatique que le bois de santal. Fait que là, on va commencer à travailler ça avec lui, mais pour l'instant, j'ai comme 3 grammes de gros bois de dose santal. de bois de Fait que santal. on va probablement aller cet hiver pour l'aider à collecter ça. Puis ce qui est fou, c'est que quand tu tranches cet arbre-là, tu vois en fait à la lampe UV partout où est-ce que l'arbre a envoyé sa sève avec la molécule aromatique pour se protéger contre les insectes. Fait que ça fait comme un gros spot tout jaune fluo. Fait que là, on est en train de penser à comment on pourrait présenter ça au client pour probablement que ça va arriver sous la forme des petits cristaux là, qu'on va brûler au-dessus d'une chandelle pour capter la fumée, prendre cette fumée-là dans une cloche, la mettre sur le plat en question. Je ne sais pas encore ça va être quoi. Puis quand on va le déclencher, j'aimerais ça qu'il y ait une lampe UV au-dessus de la table, que les clients ne la remarquent pas jusqu'à ce moment-là précis. Que là, l'arbre, en fait, ça fait plein de petites veines jaunes. Puis là, que le serveur arrive et explique ce phénomène biologique-là. Fait que c'est tellement ça. hot, là. C'est plus juste. Ouais, c'est ça, c'est plus juste dans la manger, nourriture. là, Puis je c'est dis ça. juste, mais en tout cas, Ouais. puis c'est dans l'expérience aussi. C'est dans l'expérience, puis c'est aussi de C'est multisensoriel. toujours avoir... Moi, c'est vraiment important que l'expérience soit authentique. Ouais. Là, ça fait tout un show, mais ce show-là, il y a toute une raison d'être, puis c'est Ouais. pour expliquer justement notre terroir. Puis, en fait, moi, la raison pour laquelle je veux travailler avec le terroir sauvage québécois, c'est quand j'étais en stage en France, il y a un chef brésilien qui est venu faire un événement avec nous, puis il nous a apporté des produits là, d'Amazonie que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Je trouvais ça hallucinant. Puis il nous avait dit, en fait, la journée que le Brésil puis l'Amérique du Sud ont commencé à se faire connaître mondialement pour la gastronomie, c'est quand on a arrêté de faire du français puis l'italien, puis Ouais, quand on a c'est commencé clair. à faire No. du sud-américain, du brésilien. Ouais, c'est puis ça. Avec des c'est- produits qu'ils ont localement. Exact. Fait que quand je suis revenu au Québec, la dernière, c'était sûr que ça allait être 100% local. Puis première année, c'était difficile. J'avais pas un gros réseau, mais là, plus qu'on avance, plus que je connais des cueilleurs, puis je rencontre du monde, puis... Avant-hier, il y a une fille que j'ai trouvée sur Facebook, sur un groupe de cueilleurs qui avait ramassé des fruits de thé des bois. Elle est venue me porter ça chez nous à Sainte-Foy, que je vais ramener au resto. Tu sais, fait que c'est la première fois que je rencontre cette fille-là. On commence à se parler. Fait que, tu sais, souvent, je les rencontre dans un cadre un peu informel. Puis après, ils deviennent fournisseurs du resto s'ils nous apportent des beaux produits. Fait que il y a tout un univers qu'on n'est pas au courant, là, mais des cueilleurs, il y en a des centaines au Québec. C'est sûr. Puis tu sais, tu as par le passé beaucoup voyagé justement pour apprendre les bases de la cuisine ou en tout cas pour cuisiner et tout ça. Est-ce que, étant donné là, que tu t'orientes vraiment québécois, est-ce que tu as quand même l'aspiration de continuer à voyager, mettons, pour, je sais pas, élargir tes techniques ou... Oui, quand même. Ben, souvent, maintenant, avec la cuisine, il y a beaucoup de chefs invités qu'on fait. Fait que là, c'est une manière d'apprendre en restant exact. au restaurant. Puis, eux viennent, mais moi, je vais aussi. Là. Cette année, je pense que j'ai comme 10 collaborations qui sont planifiées déjà. OK. Fait que toi, tu vas là-bas, puis comme chef invité dans leur restaurant? Exact. Puis j'apporte des produits québécois, puis je les fais découvrir. Puis, et tu cuisines pour leur clientèle ou... Ouais. Ah ouais? Fait que ça, fait que eux, souvent, on se partage le menu. Fait qu'on fait moitié-moitié sur les plats. Puis, fait que là, quand je voyage comme ça, ben là, je suis directement dans une cuisine. Fait que des fois, c'est des associations de saveurs que ça peut me faire penser à quelque chose d'autre qu'on a ici. Ou même des façons de travailler que j'avais pas pensé, d'une organisation de cuisine. Fait que ça, c'est tout le temps des moments qui sont enrichissants. Ouais, c'est intéressant. Puis, plus que ça avance, plus que le resto est connu, plus que je me fais demander d'aller loin. Ouais, c'est ça. Tu reçois des invitations, j'imagine, puis tu vois si c'est faisable. Exact. Puis le restaurant, il roule quand même quand tu es à l'extérieur. Oui, ben c'est ça qui est... justement, c'est encore une question de gestion, puis de planification, puis de mettre les gens en congé au bon moment, puis d'avoir du monde de confiance. Fait que c'est pour ça que c'est important de la fidélisation des employés. Puis comment tu fais pour allier justement cette grosse charge de travail-là, puis ton quotidien, parce qu'il faut faire une balance quand même entre le travail puis le personnel. Mais justement, le fait de faire des événements à l'extérieur, ça m'a fait réaliser que comme, OK, là, je suis capable de tout organiser mon restaurant pour que ça marche quand que je vais être ailleurs parce que j'ai comme t'as pas le choix. L'excuse officielle que je vais aller représenter le restaurant. Ouais. Mais dans la restauration, c'est comme un peu glorifié de « je suis toujours là ouais, ». Mais ça a comme pas lieu d'être parce qu'en fait, justement, tu te rends compte que quand tu fais des choses comme ça, ben, tu es pour restaurant puis ça marche pareil. Maintenant, je suis capable de planifier. Il faut que je le planifie beaucoup. Oui. Mais je suis capable de prendre des semaines puis de ne pas être au restaurant puis de prendre des vacances avec ma blonde. Puis, c'est clair. Est-ce que c'est la même blonde avec qui tu es encore qui est celle exact. Tu faisais la relation à distance? Elle en a vu toutes les couleurs. Ben, c'est ça. Ça fait plusieurs années, j'imagine, que vous êtes ensemble.
Oui, ben ça fait depuis le secondaire. Ah Puis, ouais, high school sweetheart. Elle est venue avec moi l'année que j'étais à l'étranger faire mes stages Oh dans chacun ouais. des pays. OK. Elle a enduré toute l'ouverture du restaurant. Elle a Puis enduré la COVID. chez toi, tu cuisines-tu beaucoup? Ou, Pas tant que ça. Ouais, Maintenant, c'est tu sais, ça représente des phases. Là. Souvent, mettons, je vais arriver à l'épicerie, je vais prendre plein d'affaires, je vais mettre dans la cuisine pendant 3 heures, puis je vais stacker le congélateur, Ouais. puis faire des trucs ou faire des lunchs pour la semaine. Ben, j'imagine que tu es assez Mais- occupé justement avec le travail qu'il faut que tu te nourrisses, subviennes à tes besoins. Puis... Ouais, mais des fois, c'est un peu cordonnier, mal chaussé, Oui, là, ouais, mais c'est je le fais pour ma blonde, honnêtement, quand je fais ça, Plus parce que c'est Est-ce qu'elle cuisine un peu, elle? pas bien, bien. Elle Pas ben, ben. est prof d'éduc. Ah Puis, ouais, OK. Ça fait du vélo de montagne, elle fait du kayak, fait qu'il y a tout le temps rendu dans le bois, fait que ça, on en fait pas mal ensemble aussi. OK. Des sports comme ça. Fait que c'est un peu notre quotidien. Ah, c'est cool. C'est Puis- vraiment hot. Puis, t'as dit, vous êtes seulement 2 restos au Canada à avoir 2 étoiles Michelin? Ouais. L'autre, il est-tu dans la province de Québec? Et il ou? est à Toronto. OK. C'est un restaurant de sushi. Ouais, fait que ok. ça, je l'entends quand même beaucoup comme qu'on est le seul restaurant canadien Ouais. à avoir 2 étoiles. Ouais. C'est tombé. Puis ça existe-tu? T'as dit, il y a 1 étoile, 2 étoiles. Ben, il y a toutes les reconnaissances avant. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est le max. Summum? Exact. Puis au Canada, il y en a-tu? Il n'y en a pas. Fait OK. que c'est sûr que tu sais, c'est un objectif. Après, des fois, la 3e étoile, elle vient après 10 ans. Ah ouais. Le OK. meilleur. Tu peux l'acquérir après? Tu sais, mettons, ils vont revenir faire... À chaque année. Comme là, je pourrais perdre des étoiles aussi. Ah, pour Il y a vrai? vraiment- À chaque année après, OK, dans leur guide, les gens doivent maintenir leurs étoiles, C'est ça. maintenir leur prix. Oh, wow, Fait que OK, là, cool. l'année prochaine. Fait que peut-être en l'année mai- prochaine, tu pourrais avoir 3, peut-être tu pourrais plus en avoir. c'est ça. On sait pas ce qu'on souhaite, là, Non, évidemment. exact, mais Ah ouais, fait que c'est OK. ça aussi qui fait le Faut que tu sérieux de ce guide-là. maintiennes. Ah, que je Il y en a comprends. combien des 3 étoiles dans le monde? Tu le sais-tu? J'avais regardé suite à l'apparition, j'ai plus le chiffre exact en tête, là, mais c'est autour de comme 200 environ. OK, là. Il y en a fait que vraiment pour toi, pas tant être que ça. dans le best 50 au monde, c'est malade, encore là. plus difficile qu'avoir une 3e étoile Michelin. mettons. Ouais, puis mais c'est un classement qui est un peu différent parce que les étoiles, ils regardent vraiment juste la cuisine, puis le 50 Best, ils regardent l'expérience globale de restauration. Fait que nous, en fait, les gens, dans les voûtes, déjà, ça crée un petit quelque chose. Ouais, ouais, clairement. Les gens commencent dans une voûte, après ça, ils choisissent pour s'ils veulent passer leur partie principale du repas dans le comptoir chef ou en salle à manger, puis ils finissent dans une dernière voûte. Fait que ça crée déjà une petite expérience. Chaque voûte raconte un peu une histoire. La première voûte, c'est toujours autour d'un écosystème. Puis ça, le but, en fait, c'est de travailler directement avec les cueilleurs, qu'eux nous apportent des plantes. On ne demande pas les plantes. Puis ils nous disent, OK, bon, ben ça, c'est... En ce moment, on travaille l'écotone entre la forêt boréale et les prairies. Fait que, tu sais, c'est méga précis. Puis on Ouais. travaille des plantes que j'avais jamais travaillé avant. Fait que c'est d'apprendre à les comprendre. Puis ça, c'est un petit peu notre labo. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça de cette façon-là. Ouais, c'est Puis vraiment après, cool. on apprend des connaissances pour la suite du menu. J'ai jamais vécu l'expérience complète, mais je suis très chanceuse. J'ai eu 30 ans au début du mois. Puis mes parents sont déjà allés une fois à la tanière et avaient été Subjugués. fascinés et complètement vendus par l'expérience. Puis ils m'ont offert ça pour mes 30 Cool. ans. Un certificat cadeau pour aller vous visiter à la tanière. Donc, très, très hâte de vivre l'expérience. D'autant plus comment tu l'as décrit. C'est C'est merveilleux. vraiment cool, tout, comme tu dis, ben, la nourriture, là, mais l'expérience, puis savoir, tu sais, les serveurs, là, c'est une job quand même difficile de raconter l'assiette. Exact. de Ouais. Tout ça, ça doit être super intéressant. Puis ben, on change jamais le menu en une journée aussi. Mhm. Je change les plats petit à petit à chaque 2 semaines. Parce que sinon, à chaque 2 semaines, je vais mettre un nouveau plat environ. OK. L'objectif, c'est de changer le menu au complet en dedans de 3 mois. Des fois, il y a des plats qui durent un peu plus longtemps si on est capable d'avoir les produits en continu ou si c'est vraiment un hit sur le menu. Mais ça fait en sorte qu'ils sont capables de maîtriser les menus parce que tu sais, en ce moment, Ah sur le ouais, menu, j'ai du Clavalier d'Amérique, j'ai de l'Os Maurice de Clayton, j'ai plein de noms que juste. Faut vraiment comme- connaître, là. Ouais. C'est ça. Faut que tu pratiques C'est pas des termes ta qu'on est habitué diction. Ouais, d'utiliser. c'est ça. Exact. Ouais. Hey, François, c'est super intéressant. Pour terminer, on a des questions en rafale à te poser. OK. Fait que c'est des questions là, à courte réponse. Je vais commencer. Oui, vas-y. Moi, je trouve ça drôle parce que ben, tu sais, nous, on est dans la restauration rapide. Là, on est très loin de la haute gastronomie. Fait que c'est tellement des choses, tu sais, en tout cas, je trouve ça vraiment fascinant. Mais ma première question, est-ce qu'on peut faire de la grande gastronomie avec 5 ingrédients seulement? Ah oui, moi, mon plat signature, c'est un plat où est-ce qu'il y a pétoncle, caviar, pommes de terre, beurre. Fait que c'est 4 ouais. ingrédients. Ouais. Tu me donnes espoir. On va peut-être se lancer là-dedans. L'Europe est encore 10 ans en avance sur le Québec en gastronomie. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. Puis tu sais, on dit Québec, mais je pense qu'on peut regarder aussi comme d'autres gastronomies émergentes.
Puis je pense qu'une des forces qu'on a au Québec en ce moment, puis au Canada, c'est qu'il y a plein de jeunes cuisiniers qui sont en train de faire des stages partout dans le monde puis qui ont envie de revenir ici parce qu'il se passe un mouvement puis qui ont envie de faire des restaurants différents. Est-ce que tu dis que tu t'inscris dans ce mouvement-là ou que tu as participé à la création de ce mouvement-là? Je pense que oui. Je pense qu'on se fait regarder beaucoup par les jeunes cuisiniers en ce moment puis qui ne pensaient pas que c'était possible d'avoir ça au Canada. Puis justement, l'avenue de Michelin donne un petit peu espoir à toute cette génération-là. Mais je pense qu'en Europe, ce qui est marquant, c'est que la gastronomie est un peu plus présente dans le quotidien. Fait que tu regardes les établissements haut de gamme, je pense haut de gamme en Europe, haut de gamme au Canada, on n'a rien à envier. Mais tu regardes, mettons, des petits commerces de proximité. En Europe, il y en a vraiment de très, très grande qualité partout. Là. Je comprends. Est-ce que la gastronomie québécoise est reconnue dans le monde? Non. C'est plate, hein? Mais justement, quand je faisais mes stages, j'étais comme, OK, tu viens du Québec, c'est le sirop d'érable puis la poutine, puis c'était tout. Là. Fait que je me souviens, je faisais un stage en Suisse, j'avais apporté un livre de Jean Soulard pour le montrer à l'équipe, puis les gars faisaient juste rire de son nom de famille sans vraiment s'intéresser au livre. Ouais. Est-ce que tu dirais que le Québécois moyen ne comprend pas encore totalement qu'est-ce que la haute gastronomie? C'est sûr qu'il y a de la curiosité. Je pense qu'il y a de l'intérêt parce que souvent, on le voit des gens qui viennent puis ils ont lu. C'est sûr que nous, ça coûte environ 1 000 $ pour 2 personnes. Fait que c'est sûr que tu débarques pas là en surprise. En surprise. Puis on prend pas de walk-in. Fait que c'est vraiment... faut que tu l'aies vu. Mais après, les gens sont là puis sont super intéressés. Puis des fois, on leur parle de des choses qu'ils ont vues au chalet parce que sur le bord de l'eau, ils ont du Méric Baumier, qu'on travaille dans un plat ou des choses comme ça. Ils sont curieux, ils veulent l'apprendre. Puis je pense que les Québécois moyens sont quand même pas mal connectés avec la nature, justement, avec la pêche, la chasse. Fait que c'est sûr que les codes de la haute gastronomie sont en train de changer aussi. C'est plus les serveurs avec les gants blancs. On est un petit peu plus décontractés. Fait que je pense que ça plaît. D'ailleurs, le Art of Hospitality Award, c'est vraiment parce que on est dans cet esprit-là de on va tout faire les beaux gestes pour que c'est une expérience plus authentique, incroyable, plus humain peut-être. Mais on va essayer de connecter avec les gens qui sont là aussi. Je comprends. Est-ce que le guide Michelin est votre meilleur outil marketing? C'est celui qui a eu le plus de retombées, sans aucun doute. Là, j'en parlais tantôt, 25% du calendrier qui s'est booké en 2 semaines. Il n'y a rien qu'on a fait comme événement marketing qui a eu cet impact-là. Ah, c'est clair. Puis j'ai une dernière question pour toi. Je me doute un peu de ta réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un ingrédient local bien cuisiné vaut toujours mieux qu'un produit de luxe importé? Ah oui, complètement. Ça, je trouve que c'est une truite qui est juste bien faite. J'aime mieux ça que de la truffe qui vient de l'autre bout de la planète. Puis je trouve aussi que c'est ce qui donne envie aux gens de venir. Des fois, j'ai vécu des expériences dans des restaurants que c'était très, très bon. Mais mettons que je me ferme les yeux, que je sais pas je suis rentré où. J'aurais pu avoir ce repas-là à New York, à Chicago, à Paris ou à Tokyo parce que c'est tous des ingrédients qui viennent de partout dans le monde. Pour moi, ça perd un peu de sens. Puis je trouve que quand tu voyages pour essayer quelque chose, tu veux quelque chose du terroir. Tu veux comprendre l'endroit puis comprendre la philosophie du chef. Est-ce que les réseaux sociaux influencent vos créations? Moi, je sais que non. Souvent, quand je vois quelque chose qui se fait sur les réseaux sociaux, même si j'ai une idée similaire, je vais aller complètement à l'opposé parce que je veux pas embarquer dans une trend sur une création d'un plat. Je veux vraiment... Il y a peut-être une chose, puis en fait, c'est plus un livre que les réseaux sociaux. C'est le chef Josh Nealon en Australie qui est rendu une superstar. Lui, il dit, en fait, les poissons, on va les regarder comme si c'était de la viande à la place de les regarder comme si c'était des poissons. On va jamais rincer un steak avant de le cuisiner, mais on va rincer un poisson. Et quand tu rinces un poisson, ça commence déjà le processus de détérioration, puis quand ça s'abîme. Fait qu'en fait, il a changé plein de mauvaises conceptions par rapport au poisson. Puis maintenant, on fait des charcuteries de poissons à cause du travail de Josh Nealon. Fait que ça, c'est... Puis de le suivre sur les réseaux sociaux, ce chef-là, c'est peut-être le seul que je m'inspire, mais je ne vais pas regarder, par exemple, des techniques de plating sur Instagram puis refaire ces techniques de plating-là. Non, je comprends. Ouais. C'est vraiment intéressant. Énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, François. Avec plaisir. Discussion très intéressante avec François. Ça a vraiment été très enrichissant pour moi d'en apprendre plus sur le milieu de la gastronomie, un domaine que je ne connaissais que très peu. J'ai été aussi vraiment fascinée par sa discipline puis sa manière particulière à lui d'instaurer une culture dans ses cuisines qui est peut-être moins stéréotypée de la culture extrêmement rigide, mettons, à la française plus. Ouais. Puis c'était le fun parce qu'un chef n'est pas nécessairement un entrepreneur. Absolument. Un entrepreneur n'est clairement
pas très souvent un chef. Fait que je trouvais ça le fun de voir cette combinaison-là des deux puis son éthique du travail. Absolument. Fait que j'ai vraiment aimé ça, recevoir François Emmanuel. Puis si à la maison, vous avez des idées d'autres entrepreneurs que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast, bien, n'hésitez pas à nous le laisser savoir en commentaire. Entre-temps, vous pouvez vous abonner au podcast Main à la pâte sur toutes les plateformes pour être sûr de rien manquer. Merci.